Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans l'école du futur. Au programme, aujourd'hui, le designer britannique James Dyson met les jeunes talents à l'honneur avec son concours éponyme. Zoom sur un des projets primés cette année, le Polyformer, une invention pour démocratiser l'impression 3D par deux jeunes scientifiques. C'est un jeune scientifique, mais oui, complètement, c'est Gaël Musquet, il a une idée derrière la tech. Gaël, aujourd'hui avec toi, on va parler d'un protocole, il a un nom. Overcuteness, trop mignon, M-Cute. Pourtant, c'est un protocole de l'Internet des objets. Ben oui, tout ce qui est petit est mignon. Et donc, les objets connectés, ces tout petits objets qui sont tous connectés au réseau des réseaux, ont maintenant leur protocole qui porte le nom maintenant d'MQTT. On verra comment il a été déployé et est devenu un des plus grands protocoles aujourd'hui utilisés. Tout ce qui est petit et mignon, vous voyez, aucun rapport avec le chroniqueur qui est aujourd'hui avec nous à cette table. On va par contre parler d'un véritable phénomène. Dans notre question du jour, 33 orthophonistes pour 100 000 habitants. La France fait face à une pénurie de praticiens. Alors comment trouver des solutions concrètes pour prévenir les troubles du langage? Une plateforme avance des idées et des solutions. On en parle avec notre invitée, Alicia Berthaud. Vous êtes la cofondatrice de cette plateforme. Elle s'appelle Heidi. J'ai envie de dire que c'est le Doctolib sur mesure de l'orthophonie. Puis vous nous aiderez aussi à transformer les enfants en champions de l'éloquence. Bonjour à vous. Bonjour. Et puis en deuxième partie, c'est un musée qui met les enseignants et les enseignantes à l'honneur depuis 144 ans. Vous avez bien entendu, direction Rouen, pour entrer dans les coulisses du MUNAE, le Musée national de l'éducation. On le fera avec sa responsable du département conservation et patrimoine, Emmanuel McCain. Mais d'abord, focus. Depuis 18 ans, le designer James Dyson met en valeur les jeunes talents grâce au prix de sa fondation. Pour sa toute dernière édition, c'est le Polyformer qui a notamment retenu son attention, une invention qui transforme les bouteilles plastiques en filaments d'impression 3D. Xavier Rad fait le point. And I just wanted to tell you that you're the winner of the Sustainability Award. James Dyson a annoncé en personne à Swallow Airways et Rayton Cheng de l'université Macmaster au Canada qu'ils ont remporté le James Dyson Award dans la catégorie développement durable pour le Polyformer. Polyformer résout deux problèmes. Premièrement, ça permet de recycler du plastique très facilement. Et deuxièmement, d'obtenir un filament d'imprimante 3D pas cher. Vous pouvez le faire vous-même avec cette machine. Ce projet fait partie des 300 inventions prometteuses de jeunes ingénieurs et scientifiques du monde entier à avoir été distingués. Cette idée leur est venue alors qu'ils travaillaient dans un espace de fabrication au Rwanda et ont constaté que les habitants n'avaient pas les moyens d'utiliser des imprimantes 3D à cause du prix élevé de l'importation de filaments dans le pays. Polyformer découpe les bouteilles en plastique en longues bandes qui sont ensuite introduites dans une machine. Chaque bande est thermoformée en un filament de 1,75 mm. Le filament passe ensuite par des ouvertures pour refroidir le plastique avant d'être enroulé autour d'une bobine, prêt à être inséré dans une imprimante 3D, une invention économique et écologique. Une bouteille en plastique de 50 centilitres ne peut produire que 3 mètres de filament. La prochaine étape pour Swallow Airways et Rayton Cheng est donc de développer un mécanisme capable de réunir automatiquement plusieurs brins de filament d'imprimante en une longue pièce unique. Un projet baptisé PolyJoiner qui est également 100% open source pour que les pays en développement puissent s'en saisir. Les champions de l'impression 3D, Gaël, c'est vrai que ce mouvement, notamment maker avec l'impression 3D, a pris comme une traînée de poudre. On en parle un petit peu moins peut-être aujourd'hui, pourquoi? Mais parce qu'ils sont présents maintenant dans les entreprises, ça a percolé. On est moins sur la vague, la hype, le côté un peu cool de la découverte de cette technologie. Et on a déjà eu l'occasion sur ce plateau de montrer par exemple des spectroscopes et voir comment aussi cette impression 3D a vraiment réussi à essaimer dans des milieux on n'imaginait peut-être pas tout de suite, mais où elle a une importance tout à fait capitale aujourd'hui pour pouvoir prototyper ou faire des petites séries rapidement. Donc bonne nouvelle, l'impression 3D est entrée dans la logique des choses, les makers sont donc au pouvoir. On va mettre les solutions aussi à la une, à l'honneur et au pouvoir tout de suite avec notre première partie du talk. On va parler des solutions face à la pénurie d'orthophonistes notamment. Et pour en parler à nos côtés, Alicia Berthaud, vous êtes la cofondatrice d'une plateforme, elle s'appelle Heidi, H-E-Y-D-2-I. Pourquoi ce nom déjà ?
Très bonne question. Parce qu'on a déposé une marque et que c'était vraiment pas très simple de trouver un nom de marque qui n'existait pas. Nous voulions un prénom, quelque chose qui peut être facilement transposable dans différentes langues. Et on était parti sur le prénom Heidi et puis finalement ça a viré à Heidi pour « Hey, dis-moi, raconte-moi, explique-moi ». Alors justement, tout ça, vous allez nous le dire, nous l'expliquer, nous le raconter, parce que les chiffres sont là. 3 ans pour obtenir un rendez-vous chez l'orthophoniste, 150 enfants sur liste d'attente chez certains praticiens. En France, il y a 33 orthophonistes pour 100 000 habitants. La France a besoin évidemment de soins orthophoniques. Ces besoins, ils explosent, ils augmentent, alors que le nombre de personnel évolue trop peu. Cette pénurie, elle n'est pas si nouvelle que ça pourtant. Non, elle est pas si nouvelle. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la situation de la France donc, est assez complexe, mais finalement, dans le monde entier, l'orthophonie est souvent une profession qui est en pénurie. En France, on va dire que ce qui est problématique, c'est que malgré qu'aujourd'hui, ce soit par Parcoursup et donc sur dossier et avec un oral, qu'on intègre finalement ces 5 années, ce qui se passe, c'est que le nombre de diplômés d'orthophonie, en fait, n'évolue pas. Donc, on est à peu près à 950, aux alentours de 950 diplômés qui sortent en France par an. Donc, c'est vraiment très, très peu. Oui, parce que les 5 années dont vous parlez, ce sont les 5 ans nécessaires pour préparer le certificat de capacité d'orthophoniste qui est obligatoire pour exercer. Exactement, oui. C'est notre diplôme qui est couplé avec les facultés de médecine. Et oui, donc l'idée, ce serait quoi peut-être? Est-ce qu'il y a un numerus clausus d'abord du nombre de praticiens en orthophonie? Alors, il y en a eu un. Enfin, oui, hein, le numerus clausus, aujourd'hui, vu que c'est par Parcoursup, c'est sur dossier, en fait. Donc, c'est plus vraiment un concours... on va dire, mais quoi qu'il en soit, vu que le nombre de praticiens qui est diplômé n'évolue pas, de toute façon, on ne peut pas faire autrement que d'avoir des listes d'attente. Et au-delà de ça, en effet, je sais que, par exemple, le ministère de l'Éducation parlait de 20% des enfants en âge de primaire, on va dire, ont des troubles des apprentissages et des troubles scolaires, et surtout que les troubles neurodéveloppementaux sont en constante augmentation. Donc, en fait... Voilà. Oui, donc parce que ce que dénonce notamment la Fédération nationale des orthophonistes et vous-même en tant que praticienne, avec vos cofondatrices pour la plateforme Heidi, c'est aussi le fait de se dire que avec le manque de détection, justement, en amont de ces troubles du langage et de la communication, on est en train d'accumuler un retard qui, surtout, va faire prendre énormément de retard aux inégalités scolaires et à leur traitement. Il y a des enfants qui sont notamment atteints de troubles 10, par exemple, qui sont les patients réguliers de vos cabinets respectifs. Comment faire pour réussir à les faire accrocher, tout simplement? Oui, c'est exactement ça, en fait. Aujourd'hui, on a fait une étude à notre échelle avec tout plein d'orthophonistes, et c'est vrai qu'on s'est rendu compte que sur nos listes d'attente, finalement, il y avait 25% qui étaient déjà mal orientés, 25% autres qui, pour le coup, donc... peuvent avoir besoin d'orthophonie, surtout quand il faut attendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais présentement, si en fait, au sein du milieu scolaire ou de l'environnement familial, on met les gestes adéquats et les comportements nécessaires, en fait, il n'y aura probablement pas besoin d'orthophonie. Il y a 25 autres % où là, pour ces personnes-ci, voilà, les symptômes sont déjà là. Et en effet, il y a un risque de décrochage scolaire qui est vraiment très important, notamment s'ils doivent attendre un certain temps, voire de harcèlement, voilà, tout plein de choses comme ça. Et donc, c'est vraiment désastreux. Et pour ces personnes-ci, c'est pareil. Il faut mettre des comportements adaptés au sein du foyer ou à l'école, tout simplement parce que sinon, la situation va s'aggraver durant cette attente. Et puis, les 25 derniers autres %, là, c'est vraiment... il faut consulter en urgence dans la semaine, idéalement, parce que sinon, ça va être catastrophique. Après, voilà, c'est notamment pour les adultes, parce que l'orthophonie traite aussi des adultes. Parce que consulter dans la semaine, quand il faut 3 ans pour réussir à obtenir un premier rendez-vous, ça peut s'avérer extrêmement compliqué. Ce que vous dénoncez donc, c'est le fait que ce manque de détection des troubles du langage et de la communication puisse finalement aggraver les inégalités scolaires. C'est donc une urgence réelle pour ces enfants et aussi ados et adultes. C'est pour toutes ces raisons que vous avez donc cofondé Heidi avec 2 autres orthophonistes. Je le décrivais tout à l'heure comme le Doctolib, sur mesure de l'orthophonie. J'avais raison ou pas?
Oui, sur le principe, je dirais que oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc Heidi, ce sont vraiment. Alors, c'est pour toutes les personnes qui se posent des questions. Donc, ça veut dire qu'on peut être en liste d'attente sur la liste d'attente pour son enfant pour un bilan, mais aussi on peut être un parent qui se pose des questions. Je m'inquiète, je vais regarder sur Google. Mince, j'ai des infos très contradictoires, peut-être pas adaptées à ma situation. Donc, Heidi, c'est aussi pour ça. L'idée, c'est de pouvoir vraiment être en contact avec, dans les 24 heures, avec un professionnel et quelqu'un qui peut écouter, qui peut cerner la situation, poser des questions sur le développement global et alors vraiment, dire si oui ou non c'est nécessaire de s'inquiéter et surtout donner des tips, des pistes sur ce qu'il faudrait faire et valoriser le parent aussi. Donc l'idée, c'est de pouvoir lutter un peu contre le phénomène du docteur Google qui a forcément réponse à tout et parfois pas forcément grand-chose quand il s'agit de vraiment détecter des pathologies de façon extrêmement précise. Vous proposez donc là aussi du sur-mesure parce que c'est un accueil qui va être personnalisé, notamment pour les parents ou pour les adultes référents qui peuvent être aussi enseignants ou enseignantes par ailleurs. Complètement. Oui, bien sûr, c'est vraiment ouvert à tous ceux qui se posent des questions. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que on va ni faire de diagnostic, ni faire de bilan, ni faire de rééducation. Ça, c'est vrai que c'est vraiment très important. Oui. Ça va être vraiment un premier échange comme ce qu'on pouvait faire auparavant, avant qu'il y ait toutes les plateformes finalement de liste d'attente en ligne, lorsqu'on avait un professionnel de santé au téléphone, même un médecin ou quoi que ce soit, en disant oui, qu'est-ce que je dois faire? Et en fait, par moment, en expliquant sa situation, il n'y a pas vraiment besoin de consulter, en tout cas sur le moment, quoi. Donc ça permet là aussi peut-être de désamorcer certaines questions ou certaines angoisses qu'on pourrait avoir par rapport à un trouble de l'élocution ou à un trouble 10 qui pourrait être là aussi mal identifié. Vous allez donc aider à accompagner ces adultes pour mieux comprendre ce qui se passe justement du côté de leurs enfants. Pour les praticiennes, je le mets au féminin pluriel que vous êtes avec vos deux autres cofondatrices, c'est aussi retrouver du sens à ce que vous faites et pas juste gérer de l'agenda et finalement de l'angoisse et de la frustration en permanence avec ces parents et ces enfants qui ne peuvent pas avoir leur consultation. Oui, c'est vraiment la situation sur le terrain en étant en libéral, elle est vraiment tendue. C'est vraiment pas simple. J'ai même des collègues en Île-de-France qui se font harceler, qui se font même à certains moments. Harceler, carrément. Ah oui, bien sûr. En fait, il y a des parents, quand il s'agit de nos enfants, ça nous prend au tripes, je pense. Et quand on nous dit qu'il faut attendre plusieurs années, c'est une réponse inadmissible, en fait. Ouais. C'est juste pas possible, quoi. Un enfant qui est en difficulté avec la lecture, on peut pas dire, mais dans 3 ans, on se voit, quoi. C'est très complexe. Et donc, du coup, en tant que professionnel, sauf que, on ouvre généralement des créneaux et puis on peut pas travailler à H24. Enfin, c'est vraiment délicat. Ah oui, vous travaillez pas 24 heures sur 24, ça c'est étonnant. Très rarement. Non, voilà. Et donc, voilà, c'est très complexe. Et au-delà de ça, c'est que les parents, sachant que c'est compliqué d'avoir un rendez-vous, même ceux qu'on a déjà qu'on prend déjà en charge. Mais en fait, quand on leur dit on va arrêter la prise en charge, c'est le temps d'arrêter, ils s'accrochent. En fait, ils ont aussi peur qu'on cède cette place et que après, si jamais il y a quoi que ce soit, qu'ils puissent plus revenir. Donc c'est vrai que alors que ce n'est pas forcément le cas. Non. Après, c'est sûr que quand un créneau est pris, ça l'est un petit peu quand même. Mais voilà, donc c'est un petit peu délicat. Et puis évidemment, pour les professeurs, c'est aussi complexe. Dès qu'ils voient quelque chose qui sort de la normale, peut-être que il y a un manque d'information aussi pour eux. Et donc du coup, dès qu'il y a quelque chose qui s'écarte des comportements, alors on va dire allez consulter parce que de toute façon, il y a tellement d'années d'attente. Dans le doute, allez-y. Ce qui se comprend tout à fait. Mais c'est vrai que c'est vraiment complexe. Encore une fois, alors que ces parents, ces enseignants, enseignantes ont souvent besoin de réponses tout de suite à l'instant T. Quand on a affaire à des enfants qui ont des troubles 10, quel que soit le trouble 10 en question, on peut évidemment se demander comment se comporter en cours, comment adapter justement aussi sa façon de fonctionner en classe, comment gérer le reste aussi de la classe en intégrant les enfants qui ont ces troubles-là. Donc vous offrez encore une fois des recommandations qui n'ont pas valeur de consultation médicale, mais en tout cas qui peuvent aider à avancer pour
ces enfants-là. Vous parlez de prise en charge tout à l'heure, justement, hein, il faut sauter de la tête que Heidi soit une consultation médicale, donc il n'y a pas de prise en charge par la sécurité sociale, c'est pas du tout l'idée. Hein. Alors, c'est pas du tout l'idée. Non. Peut-être un jour, ok. Voilà, bon entendeur. Mais non, en fait, j'ai eu des rendez-vous avec des personnes déchargées de l'ARS et de la CPAM. Et en effet, il est considéré qu'aujourd'hui, Heidi ne fait pas partie du parcours de soins et donc ne peut pas être prise en charge. Par contre, voilà, on aimerait bien, pourquoi pas, qu'il y ait d'autres prises en charge, telles que par les mutuelles, assurance, prévoyance, qui pourraient aussi qui pourraient aussi prendre en charge, parce qu'on sait qu'il paraît qu'ils ont des belles enveloppes au niveau de la prévention. Et en fait, ça fait complètement partie, en tout cas, de nos visées, quoi, de nos objectifs. Donc des mutuelles complémentaires pourraient peut-être prendre en charge Heidi. Rappelez-nous quels sont les abonnements. Il y a plusieurs formules, hein, je crois, en fonction du sur-mesure, du niveau de sur-mesure qu'on choisit avec vous. Alors, c'est plus le cas. Aujourd'hui, on va proposer essentiellement vraiment uniquement d'ailleurs des rendez-vous individuels. Donc vraiment, le prix sera de 35 € et le rendez-vous durera environ 30 minutes. On peut prendre rendez-vous vraiment très rapidement dans les 24 heures dans l'objectif de pouvoir être écouté, expliquer sa situation, pouvoir avoir des pistes pour savoir et surtout se sentir mieux, quoi. Et que cette solution soit encore une fois effective. Je signale qu'il y a une autre plateforme qui existe uniquement sur de la prise de rendez-vous et de la mise en relation patient-praticien. Elle a été lancée il y a quelques années par l'Union régionale des professionnels de santé et la Fédération nationale des orthophonistes. Elle est gratuite puisqu'encore une fois, l'idée, c'est vraiment juste de pouvoir débloquer des rendez-vous et gérer des listes d'attente, trouver un praticien très près de chez vous. L'autre proposition, je pense que je vais prendre des rendez-vous sur Heidi, moi aussi, pour travailler mon éloquence, c'est justement de faire de nos enfants des champions de l'éloquence. Concrètement, vous y arrivez comment ? Alors, l'idée, c'est c'est que si les parents s'informent et mettent en place des comportements adaptés, finalement, le développement et les apprentissages de leurs enfants se feront de manière un petit peu, plus optimale. Donc, c'est vraiment l'idée. Il en est de même pour les professeurs, on va dire, que lorsqu'on comprend mieux, en fait, le comportement de l'autre, parce que finalement, il y a autant de fonctionnement que de cerveau. Et donc, dans le médical, on a établi, on va dire, des grandes lignées de fonctionnement. Et donc, c'est vrai, quand on connaît un petit peu tous ces fonctionnements, on peut s'adapter et comprendre l'autre et du coup, faciliter les apprentissages, quoi. Donc, et ça, c'est extrêmement intéressant parce que s'adapter, comprendre l'autre, il y a eu des freins, justement, à cette adaptation, cette compréhension, notamment pour les tout-petits et pour les enfants en âge scolaire. Il y a un an à peine, quasiment en mars 2022, je me souviens de cette tribune, notamment de la Fédération nationale des orthophonistes et d'un grand nombre de praticiens qui s'étaient réunis en collectif pour demander, souvenons-nous, il y a un an encore à peine, l'arrêt du port du masque dans les lieux de vie des enfants. Alors, ça inclut le temps scolaire, mais aussi périscolaire. Le port du masque, alors évidemment, il est nécessaire en cas de pandémie, mais est-ce qu'il a fait perdre du temps à vos jeunes patients et patientes dans l'acquisition, justement, de cette faculté de communication et de langage ? Alors, c'est sûr que, ce qui est certain, c'est que pour apprendre, un enfant a besoin de regarder la bouche d'un adulte qui parle, parce que c'est par imitation que le langage se construit. Voilà. Donc ça, c'est indéniable. Nécessairement, si la bouche est cachée, ça peut poser des difficultés. Après, c'est tout le bénéfice-risque qui est pas simple à peser. Et je suis bien contente de ne pas prendre ces décisions-là, en toute honnêteté. Mais c'est vrai que il y a des impacts qui peuvent avoir lieu sur le langage. Ouais. L'autre côté, comme vous le rappeliez très bien, c'est que en temps de pandémie, il y a des choses nécessaires à mettre en place. Donc est-ce qu'aujourd'hui, vous voyez d'ailleurs ces enfants en cabinet d'orthophonie ou dans le questionnement des parents qui viennent justement vous demander des rendez-vous sur mesure sur Heidi, cette question qui revient, le fait de se dire qu'on a peut-être pris un petit peu de retard pour les enfants en âge scolaire sur les capacités de lecture, aussi la construction notamment de l'éloquence, du langage, c'est aujourd'hui symptomatique aussi de cette génération Covid ?
Je sais pas si on peut l'observer et trancher de cette manière-ci. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a des vagues. Ouais. Par exemple, il y a une mode il y a quelques temps, c'était signer avec son bébé, enfin qui existe encore, qui est vraiment très chouette. Ouais. Simplement, faut le faire correctement, en favorisant le développement de l'enfant. On sait par exemple que voilà, il y a une mode, donc ça a débuté, je sais pas, il y a 4-5 ans, quelque chose comme ça. Et aujourd'hui, par exemple, on voit des enfants qui savent très bien signer, mais pas du tout verbaliser, parler. Et voilà, typiquement, ça peut poser des problèmes. Voilà. Il y a des choses qui favorisent, et donc on voit vraiment des vagues selon les modes, parce que finalement, ce sont des modes qui ne sont pas forcément adaptés, mais très commerciales. Donc attention au mode pédagogique et au mode, là aussi, en termes de santé des enfants. C'est ce que vous nous dites ici sur ce plateau. Vous restez bien évidemment avec nous, parce que dans la deuxième partie de cette émission, on va plonger dans les coulisses d'un musée pas comme les autres, le Musée national de l'éducation. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap d'Edouard Degnaud. All right, whenever you're ready. Now you want to work. Now you want to work. Oh, do you want to know the time? What? 4.74 seconds. We would have won. No. Et on est de retour sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie d'Alicia Berthaud, orthophoniste, cofondatrice de la plateforme AD, le Doctolib sur mesure de l'orthophonie. Nous a rejoint tout de suite Emmanuel McCain. Emmanuel, vous êtes responsable du département conservation et patrimoine du Musée national de l'éducation. Ça fait 144 ans qu'il existe. On va y revenir avec vous. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Et puis à nos côtés, toujours Gaël Musquet, parce que devinez quoi ? Il a une idée derrière la tech. Et aujourd'hui, Gaël, tu nous parles d'un nouveau protocole, pas si nouveau que ça d'ailleurs, protocole de l'IoT, de l'Internet des objets. On avait déjà parlé de la nouvelle norme qui est en train de débouler dans ce secteur. Aujourd'hui, tu nous parles de ce protocole trop mignon. Il s'appelle MQT. Tout à fait. Internet, c'est un grand réseau. On appelle même le réseau des réseaux. Ce sont des milliards de machines qui sont connectées, mais ces machines, pour qu'elles fonctionnent correctement, eh bien, elles ont besoin de s'appuyer sur des protocoles qui sont chacun dédiés à un usage. Ils sont tellement robustes aujourd'hui que l'on en oublie presque leur existence, puisque tout est transparent. Quand on utilise une tablette, un ordi ou un téléphone, recevoir un mail, c'est complètement transparent. On ne se rend pas forcément toujours compte que derrière,
on a un protocole qui s'appelle POP, pour Post Office Protocol, ou le protocole SMTP, pour Simple Mail Transfer Protocol, ou le protocole IMAP, pour Internet Message Access Protocol. Bref, T'es le seul à les connaître par cœur, hein, je te le dis tout de suite. Hein. C'est un bel exercice d'orthophonie, ceci dit. C'est pas faux. Non, c'est l'XMPP, l'Extensible Messaging and Presence Protocol, pour la messagerie instantanée. Bref, tous ces protocoles s'imbriquent les uns avec les autres pour qu'on puisse profiter de nos appareils, de nos différentes émissions. Hein. Si vous regardez School TV en ce moment, vous êtes certainement sur un ordinateur ou sur votre téléphone. Vous avez utilisé le protocole HTTP, Hypertext Transfer Protocol, qui est adapté aux documents. Eh bien, les objets connectés depuis 1999 ont eux aussi leur protocole, le MQTT, MQT pour les intimes, pour Message Queuing Telemetry Transport. Tu le dis vachement mieux que nous. Comment est-ce qu'il est né ce protocole-ci en particulier? En 1999, Andy Stanford Clark, qui bossait à l'époque chez IBM, et Harlan Nipper, lui, bossait chez Eurotech, avaient besoin de remonter des données de capteurs qui étaient le long de pipeline. À l'époque, pour remonter ces données, qui étaient dans des zones qui ne sont pas forcément couvertes par des réseaux de téléphonie mobile, il fallait passer par des communications satellites qui sont extrêmement coûteuses, onéreuses. Et en plus, ces capteurs, ils sont alimentés par des batteries. Donc, ils ne pouvaient pas utiliser des protocoles de l'Internet, l'HTTP par exemple, qui va consommer de la ressource, consommer aussi des batteries et en plus avoir des bandes passantes importantes pour les connexions et les liaisons satellites. Donc, ils créent leur propre protocole à l'époque pour pouvoir à la fois optimiser vraiment chaque octet qui part de ces capteurs et pouvoir optimiser évidemment, bien entendu, la facture globale de la supervision, ne pas l'avoir explosé, pas aller tous les 4 matins au pied de ces capteurs. Donc, ils inventent ce protocole MQTT. 11 ans plus tard, ils le libèrent. C'est IBM, en fait, qui libère ce protocole, qui met à disposition de tout un chacun ce protocole. Et en 2013, ils envoient les spécifications d'MQTT à l'OASIS, qui est en fait le consortium qui normalise tous les standards et les protocoles et standards ouverts. Et depuis le 7 mars 2019, MQTT est dans la version 5. Il y a même une extension MQTT SN pour Sensor Network, qui est vraiment dédiée là au réseau de capteurs. Et donc la fondation Eclipse, dont on a déjà parlé ici sur ce plateau, un peu comme la fondation Mozilla sur les standards du web, assure la promotion de ces standards de l'Internet des objets aujourd'hui. Ça, c'est pour la théorie. En pratique, docteur Musquet, comment ça marche? Alors, pour faire fonctionner MQTT, j'aime bien prendre l'image du kiosque. En fait, on a besoin d'un broker. Un broker, c'est un peu comme un kiosque qui va diffuser, ou comme une chaîne de télé, comme School TV, qui va diffuser du contenu. Les clients, eux, vont s'abonner à ce kiosque ou à cette chaîne de télé. Et donc, vous allez vous abonner à un sujet, un topics. Donc, par exemple, vous abonnez à l'école du futur. Et donc, au moment de chaque sortie d'émission, vous allez pouvoir recevoir uniquement les sujets, les données qui concernent cette émission, ce sujet que vous avez sollicité auprès du broker. Donc, ce sujet, ça peut être une température, ça peut être l'état d'un capteur, l'ouverture ou la fermeture d'une fenêtre, la position d'un véhicule, le rythme cardiaque d'un patient. Et en s'abonnant, on imagine bien qu'on ne reçoit pas toutes les informations, on ne reçoit que les informations qui nous intéressent. Donc, ça permet d'économiser de la bande passante, mais aussi de l'énergie et des ressources qui seraient autrement plus sollicitées si elles passaient par un autre protocole. Mais dis donc, sur l'abonnement à School TV à l'école du futur, jusque-là, je veux bien, ça va faire monter le nombre de vues, mais sur les données médicales d'un patient, c'est RGPD compatible ou pas du tout? Mais là, l'avantage du protocole, c'est qu'il permet à la fois de chiffrer, d'authentifier, de sécuriser évidemment le transport de ces informations. Il y a une autre particularité d'MQTT qu'on a peu sur d'autres protocoles d'Internet, c'est qu'on a une notion de priorité, une notion d'importance pour la qualité de service. Certains messages peuvent être prioritaires par rapport à d'autres. On imagine qu'évidemment un message d'un détecteur de fumée est bien plus important qu'un détecteur d'ouverture ou de fermeture d'une fenêtre. On a aussi une notion de testament. Le broker peut envoyer un testament à l'ensemble des clients qui donne ses dernières volontés. Donc, si jamais tous les clients venaient être déconnectés, ces clients reçoivent les consignes pour pouvoir adopter la bonne attitude, le bon comportement, utiliser le bon programme, le bon algorithme pour pouvoir faire face à cette rupture de connectivité. Et donc,
la libération de ce protocole, il a permis, a conquis énormément de développeurs, d'entreprises utilisées aujourd'hui par la Deutsche Bahn sur la supervision des réseaux ferrés, par BMW pour des systèmes de réservation et de location de véhicules. Il est vraiment au cœur des réseaux de transport, sur de la location aussi de ressources, sur des machines, des électroménagers connectés, des maisons connectées, bref. On peut compter vraiment aujourd'hui sur ce protocole. Et en fait, c'est d'ailleurs, tu le disais tout à l'heure, Matter, qui est la couche qui a été normalisée aujourd'hui sur la partie radio, s'appuie énormément sur ce protocole MQTT pour pouvoir piloter et recevoir les différentes informations sur les capteurs qui, aujourd'hui, sont tout autour de nous dans notre quotidien. Il ne faut jamais laisser MQ dans un coin. Jamais, tu vois, quelques petites références cinématographiques. Je vois pas ce que tu veux dire. Du cinéma utilise aussi beaucoup pour synchroniser les éclairages, et sur de l'ArtNet notamment, sur le protocole de pilotage des éclairages ou des projecteurs. On utilise beaucoup aussi ce protocole. Allez, vous saurez tout, évidemment, sur les protocoles, vous le savez, avec Gaël Musquet. On soulève le capot des technologies pour mieux pouvoir les maîtriser très souvent dans cette émission. Coup de projecteur, tu disais justement, on va en mettre un sur le musée de l'Éducation nationale. Oui, l'Éducation nationale a son musée, direction Rouen, tout de suite pour notre deuxième partie du talk. Et pour parler justement du MUNAE pour les intimes, le Musée national de l'éducation, Emmanuel Macaigne, vous nous avez rejoint par Skype interposé. Vous êtes la responsable du département conservation et patrimoine justement de ce musée de France. Si j'ai bien compris, c'est l'héritier du musée pédagogique de Jules Ferry créé en 1879. Sauf qu'à l'époque, on peut dire que ce musée pédagogique, c'était un petit peu un showroom justement de l'école populaire, laïque, un petit peu une façon de faire finalement de la théorie et de la pratique sur cette nouvelle politique pédagogique qui était mise en place en France. Oui, il est créé par Ferdinand Buisson et Jules Ferry, donc en même temps que des lois qui sont associées à leur nom. Il y avait effectivement des salles de présentation d'objets qui mettaient en pratique en fait les nouvelles théories ou les innovations pédagogiques, mais c'était aussi une bibliothèque. Notamment une bibliothèque circulante qui servait à l'enseignement, à la formation des professeurs. C'était un éditeur qui diffusait des ouvrages, qui diffusait de la littérature, qui est à l'origine de la création de nombreux services, comme le service des projections lumineuses, le service du film fixe, etc. Et donc, il a été créé il y a 144 ans à Paris. Aujourd'hui, il est implanté à Rouen. Aujourd'hui, d'ailleurs, quelles sont vos missions? C'est toujours être un showroom des pratiques, justement, pédagogiques, de l'histoire aussi de l'éducation? Alors, le musée national de l'éducation, sous cette forme, il existe, lui, depuis 1979. Effectivement, c'est la fusion d'une partie de la collection du musée pédagogique et d'une collection constituée en Haute-Normandie qui lui a donné naissance. Et c'est la 6e collection sur le patrimoine, la 6e collection en nombre d'objets en France. Donc c'est une très grosse collection, ça correspond à peu près à 950 000 objets qui traitent du patrimoine éducatif matériel et immatériel. Alors dans le cadre scolaire, et ce qui était peut-être un petit peu moins le cas au moment du musée pédagogique, encore qu'il y avait aussi des collections de jouets, la collection elle traite également de l'éducation de manière périscolaire ou extrascolaire, familiale. C'est vraiment l'éducation au sens large, avec un gros noyau autour de l'école. Au sens très large du terme, parce que je crois que vous allez du XVIe siècle jusqu'à nos jours en termes de documents, vous le disiez, d'objets aussi, plus de 950 000 que justement vous mettez en valeur dans le centre de ressources notamment. C'est une référence en Europe, le MUNAE. Ça existe ailleurs dans le monde, en musée de l'éducation?
Alors, j'ai pas complètement compris vos dernières questions, mais il y en a d'autres, hein, bien sûr, mais c'est un des plus grands en Europe. En fait, il y a eu, au moment de ce musée pédagogique, au 19e siècle, ça s'inscrivait dans un mouvement un peu global, lié aussi aux expositions internationales, d'échanges et de réflexion sur la pédagogie. Donc, il y en a dans beaucoup de pays. Et on peut porter donc un regard, comme vous le faites, historique, sociologique sur l'éducation. Est-ce qu'on peut aussi porter un regard artistique sur les pratiques pédagogiques ? En tout cas, depuis longtemps, les équipes du musée travaillent sur la question, on va dire, de l'ESC, en fait, de l'éducation artistique et culturelle. La question de l'esthétique aussi, il y a eu des expositions sur le sujet. De travail, on peut travailler aussi à travers l'illustration, de la littérature pour la jeunesse, et puis une exposition comme sur la chanson aborde ces questions-là aussi. Et on va y revenir dans un instant, parce que justement, cette exposition sur les comptines, c'est celle que vous proposez pour les vacances d'hiver. D'abord, je voulais juste redonner une info. Aujourd'hui, le MUNEI, le Musée national de l'éducation, fait partie du réseau Canopé. Ça veut dire que vous êtes aussi une véritable ressource pour les professionnels de l'enseignement. Ils peuvent s'appuyer sur vous. Bien sûr, on a, y compris ceux qui sont un peu plus loin, puisque nous avons un catalogue en ligne des collections très abondant, plus de 978 000 notices maintenant, avec beaucoup qui sont numérisés, des publications, les expositions, les conférences, les colloques. Donc oui, on est une ressource pour avoir un regard un peu distancié, ou en tout cas historique ou sur le long terme sur ces pratiques professionnelles. Et une ressource, là aussi, pour les enseignants, les enseignantes et les enfants, Gaël. C'est intéressant en plus de voir l'évolution des débats qui reviennent souvent sur les uniformes. Bon, là, on a pas mal de ressources là, sur les uniformes. Ça permet d'avoir un petit avis. Parce que tu es en train d'hacker le site du Musée national de l'éducation. Non, je regarde quand même un peu les collections sur les uniformes. Le mobilier aussi, c'est intéressant. Pas tout le temps réinventer la roue sur d'où on vient, en matière d'éducation. D'autant plus que Rouen, sur sa candidature à la capitale européenne de la culture en 2028, en tant que parrain, je me dois de le souligner, a pour thématique l'éducation, la jeunesse. Donc on a effectivement avec ce musée énormément de ressources et de choses à montrer d'ici 2028 si évidemment la métropole était retenue. Les Normands que vous êtes évidemment sont à l'honneur dans cette émission. Et justement, Emmanuel, cette candidature Rouen, ville de la capitale européenne de la culture, le titre m'échappait, ça ne devrait pas pourtant, pour 2028, le musée national de l'éducation va faire partie de cette proposition de façon absolument logique et cohérente. Il est associé, aux réflexions et au groupe de travail pour la candidature. Allez, on va aller dans... On va aller dans le futur un tout petit peu plus proche avec ces vacances de février. Vous le savez, elles ont déjà débuté pour les élèves de la zone A. La zone C fermera la marche le 6 mars prochain. Vous avez des idées pour nous, Emmanuel. Vous allez même nous faire chanter avec cette exposition dont vous découpiez les contours tout à l'heure. Eh bien, chanter maintenant. Vous vous appuyez sur les comptines du répertoire enfantin. Si je vous dis Au clair de la lune, les amis en plateau. Vous la continuez tout de suite. Vous la continuez direct. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. La mère Michel qui a perdu son chat. Voilà, c'est vraiment ancré, Emmanuel, dans notre mémoire collective, dans notre inconscient collectif de l'enfance. Vous allez essayer de nous expliquer pourquoi justement c'est le cas. C'est une analyse sociologique et historique de ces comptines. Oui, on montre que ça s'est passé au 19e siècle, en fait. C'était un patrimoine chanté qui n'était pas spécialement enfantin et qui s'est fixé au
au 19e siècle, qui était un patrimoine immatériel. Et au 19e siècle, différents mouvements liés aux folkloristes, liés aux éducateurs qui s'intéressent aussi à la chanson dans la pédagogie, et puis à la naissance aussi d'une culture enfantine, en tout cas de l'enfant comme sujet et comme objet, avec des créations faites réellement pour lui. Ça va passer notamment par l'illustration et la littérature pour la jeunesse. Donc ça, c'est toute la première partie de l'exposition qui explique ce mouvement, comme ça s'était passé pour les contes un peu plus tôt, au XVIIIe siècle. Et les autres parties de cette exposition, ça va être justement des animations que vous proposez. Tous les enfants peuvent justement y trouver une activité, les 3-5 ans comme les 6-11 ans. Je me envie de dire pour nous aussi, pour les grands enfants que nous sommes, tiens, ça nous fera du bien. Vous allez proposer une animation notamment pour signer les comptines. Et si nos mains pouvaient chanter, on va pouvoir créer des comptines en LSF, en langue des signes française. Oui, c'est vrai que ça fait longtemps que le musée aussi fait des propositions pour les tout-petits. Donc il y a une partie de ces propositions pour les 3-5 ans, ça sera le matin, et une autre animation pour les plus grands, les 6-10 ans. Et ça tombait un petit peu sous le sens, parce que ne serait-ce que le lien entre la comptine et le geste est fondamental. On l'évoque dans l'exposition. Et puis c'est une manière aussi d'ouvrir le musée à d'autres publics qui, surtout sur une exposition sur la chanson, ne seraient pas forcément vus naturellement. Et en même temps, d'initier à la langue des signes. Et justement, Alicia, on en parlait dans la première partie de cette émission. Je rappelle que vous êtes orthophoniste de profession et que vous avez cofondé cette plateforme AD. La langue des signes, elle est fondamentale justement pour pouvoir permettre aux enfants, évidemment sourds et malentendants, de pouvoir s'exprimer là aussi. C'est aussi un facteur d'inclusion de se dire que dans un musée comme celui de l'éducation, on va proposer ces activités LSF et enfants entendants, que chacun va pouvoir finalement composer ensemble. Alors là, c'est sur l'exercice des comptines, mais entrer en communication les uns avec les autres. Oui, c'est vraiment très intéressant comme démarche. Ce qui est aussi intéressant, c'est que quand les enfants vont pouvoir chanter, donc verbaliser en plus de faire les signes. Donc associer les deux, ça fait vraiment tout son sens. Et au-delà de ça, si je dois dire pour les adultes, c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, il y a vraiment ce phénomène en effet d'inclusion, parce que quand on va rencontrer quelqu'un qui parle cette langue, eh bien, on va pouvoir interagir avec. Et en boîte de nuit, c'est plutôt sympa parce que du coup, on n'a pas besoin de se casser la voix pour parler avec ses amis. Franchement, c'est... Ah, mais la LSF sert dans plein de cas de figure, croyez-moi. Emmanuel, ce musée, donc on va pouvoir voir ces expositions autour des comptines avec toutes ces activités jusqu'au 6 mars prochain. Le Musée national de l'éducation, il met les profs, les enseignants, les enseignantes à l'honneur, les métiers justement du temps scolaire et périscolaire. Moi, j'aimerais en savoir plus sur votre métier à vous, parce que conservatrice muséale, surtout dans un musée comme le Munae, ça veut dire quoi? C'est quoi votre day-to-day job? Alors la conservation, c'est prendre soin en fait des objets pour les transmettre aux générations futures. C'est la base, donc ça prend aussi au quotidien. Qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on va enrichir cette collection. On a beaucoup de propositions de dons, on achète, on vient compléter, on met en place des collectes autour de l'éducation. Prendre soin, c'est un travail quotidien, c'est ce qu'on appelle la conservation préventive, donc c'est faire en sorte que les objets soient bien conservés, qu'ils ne s'abîment pas. En plus, ce sont souvent des objets en état d'usage, donc il y a déjà des petites dégradations. C'est pas forcément un tableau, même si on en a en bon état. Ça peut être une copie qui a été déchirée, qui a été transmise de génération en génération. Donc ça passe par du conditionnement, ça passe par ce type d'opération. On peut parfois faire restaurer certains objets qui le nécessitent, et puis au quotidien on les inventorie, parce que 950 000 objets,
dans nos 2600 mètres carrés de réserve, il faut pouvoir les retrouver, pouvoir les transmettre, pouvoir les montrer pour les personnes qui viennent les consulter ou quand on a besoin de travailler dessus. C'est les étudier aussi et puis les valoriser donc, par différents moyens, y compris les expositions ou les prêts à l'extérieur, puisqu'on prête dans beaucoup d'institutions également. Et voilà justement, toutes sont les missions des conservateurs et conservatrices de musées. Je vous pose la question parce que vous le savez, on adore pouvoir susciter des vocations ici dans cette émission. Le Musée national de l'éducation, c'est donc à retrouver avec vous Emmanuel et avec ses expositions pour les vacances d'hiver. Et si on chantait, eh bien chantez maintenant avec les comptines. Si nos mains pouvaient chanter aussi pour pouvoir signer et co-créer des comptines en LSF. Alicia Berthaud, on vous retrouve sur la plateforme AIDI, une plateforme pour pouvoir faire progresser les questions d'orthophonie et transformer nos enfants en champions de l'éloquence. Et puis Gaël Musquet, vous le retrouvez évidemment dans l'école du futur et bientôt peut-être à la tête justement de cette ville de la culture que serait Rouen européenne pour 2028. Juste parrain, c'est déjà pas mal. Allez, ça occupe déjà pas mal. Nous en tout cas, on se retrouve dès demain pour un prochain épisode de l'école du futur.